Et donc le docteur Dussol, pour débuter cette seconde table ronde, docteur Dussol de l'ADAPI 1282, qui a choisi d'être debout. Pour les autres, c'est comme vous voulez. Vous avez un micro, celui-là il marche bien. Merci de votre attention. C'est lui? C'est bien? On commence? Et le docteur Dussol, donc. Je me présente, je suis François Dussol, docteur Dussol, je suis le pédiatre du pôle accueil enfance de l'ADPI 1282. J'ai tenu à mettre sur cette première diapo à dire que sans les infirmières de ce pôle, je n'aurais pas pu faire ce topo, et les consultations dont je vous parle, qui sont mon activité principale dans les IME, ne pourraient absolument pas se faire sans les infirmières, qui n'ont pas que ça à faire d'ailleurs. Elles ont un boulot énorme sur la prévention, sur le travail, sur le soin, sur le imaginer. Je ne parle pas de l'organisation de ces fameux rendez-vous avec les parents et les enfants, mais ne serait-ce que la tenue des médicaments au quotidien, la tenue des feuilles, la tenue des feuilles de communication avec les hôpitaux, les communications avec les spécialistes. Elles font un boulot énorme, vous pouvez les applaudir. Parce que vous pouvez les applaudir. Je remercie aussi, je voulais remercier spécialement Sophie Raymond, qui a écrit tout à l'heure la santé n'est pas l'affaire de l'infirmière et des médecins, mais en fait, elle pensait, on vient d'en discuter bien sûr, n'est pas la seule affaire des médecins et des infirmières, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que les médecins à s'occuper. Alors là, on est complètement d'accord, c'est-à-dire que la plupart des problèmes de santé sont des problèmes généraux, les parents, les personnes et l'institution et l'association. C'est pas non plus notre seul boulot, parce que des fois on aime bien s'occuper d'autres choses que de soins, mais on va voir ça. Bien, donc vous avez entendu, c'est ça le message, c'est sûr et certain, on est sûr, les personnes avec une déficience intellectuelle, bon depuis longue date, mais le rapport Pascal Jacob et puis maintenant avec cette expertise de l'INSERM sont plus souvent malades. Ils ont rien que le fait de leur syndrome, ils ont peut-être plus, s'ils ont des syndromes, eh ben ils ont plus de raisons d'être malades, mais ils ont aussi, rien que le fait d'être déficient intellectuel, plus de risque d'être malade. On pourrait en parler longtemps, mais vous avez vu ce matin. Et en plus, ils sont moins diagnostiqués et ils sont moins bien traités. Ça, c'est pas une nouveauté pour vous aujourd'hui. Bon, qu'est-ce que c'est que la prévention? Eh ben, je ne vais pas le refaire non plus. Pour moi, la prévention de notre pratique, c'est qu'est-ce qu'on peut faire en prévention? C'est essayer d'éviter la survenue de complications et de rechute des maladies. Survenue de complications, finalement, pour nous, c'est éviter les surhandicaps. Les surhandicaps, c'est des choses qui viennent quand il n'y a pas eu de prévention. Et finalement, notre prévention et notre action, c'est d'essayer de limiter au mieux les problèmes de santé pour que les personnes puissent s'envoler, se réaliser. Alors, j'avais mis comme titre « Banaliser la consultation de santé annuelle ». Je précise, hein, je ne travaille donc aujourd'hui qu'avec des enfants. Alors, c'est des enfants... par ailleurs, je travaille aussi au CAMS, donc je vois les petits, mais je vois aussi après, quand ils arrivent à l'IME ou à l'IEM. Et d'ailleurs, à l'UM, je ne travaille pas tout seul. Il y a Madame Trenel qui est là, et puis il y a Madame Altesse aussi qui vient aussi faire ce boulot de consultation annuelle préventive chez tous les enfants de l'IEM. Il faut dire qu'à l'IEM, ils ont réellement tellement de problèmes médicaux en plus qu'il faut plus de médecins. Mais dans l'IME, bon, je suis le seul à passer, et en gros, depuis 4 ans que je suis là, on arrive maintenant à peu près à avoir 100% des enfants une fois par an. Ce qui n'est
pas possible aujourd'hui, enfin en tout cas ce qui est rendu difficile aujourd'hui pour les adultes, c'est qu'ils sont 4 fois plus nombreux les adultes. Donc les problèmes médicaux s'accumulent, ils sont 4 fois plus nombreux, ils vivent plus longtemps, ils ont plus de problèmes. Bon, du coup, restons en pédiatrie, c'est mieux pour les pédiatres. Mais le titre, c'était banaliser la consultation. Banal, c'est quelque chose, ça veut dire ce qui ne s'écarte pas du cours normal des choses ordinaires. Et donc banaliser, c'est rendre banal quelque chose donc qui ne serait pas ordinaire. Je dis ça, c'est parce que je pense quand même que pendant un long moment, les parents ont vécu, ne serait-ce qu'en CAMS, mais déjà en néonat, à l'hôpital, etc., pendant tout le chemin qu'ils mènent jusqu'à l'IME, puisqu'ils y sont maintenant. Ils ont vécu des consultations médicales difficiles, avec des annonces nouvelles, des stress, souvent des mauvaises nouvelles. Et puis je t'en remets. Et puis on ne sait pas ce qu'il a. Bah, finalement, il a ça. Bon, on va aller là. Et finalement, on arrive à l'IME. Jusqu'ici, je crois pouvoir dire que les consultations qu'ils avaient jusqu'ici, ce n'étaient pas des consultations ordinaires. Et donc, que je me dis que les relations qu'ils avaient avec les médecins et la médecine et les consultations, ça ne devait pas être ordinaire. En tout cas, ça ne devait pas être toujours très agréable. Voilà, donc nous, ce qu'on veut, c'est, je dis nous, parce que encore les infirmières, qui sont présentes avec moi, heureusement, à la consultation, c'est remettre la consultation médicale dans le cadre du droit ordinaire. On l'a dit plusieurs fois, mais c'est ça, c'est le droit ordinaire. Il faut se rendre compte qu'il n'y a pas d'humanité handicapée et d'humanité pas handicapée, il y a une humanité tout court, et donc ça, tout le monde devrait être dans le droit ordinaire, et ça serait bien qu'on puisse mettre dans l'habitude, en France en tout cas, le fait qu'une consultation médicale, c'est une consultation ordinaire. Et qu'on y a le droit. Et donc, on est bien d'accord avec tout le monde pour dire qu'il ne faut pas que la personne soit un objet de soin, mais des sujets de droit. Bien, en fait, le but de cette consultation, ça va être de s'assurer de 4 choses. Que bon, s'ils ont un syndrome spécifique, admettons trisomie 21, eh ben, on sait que pour la trisomie 21, on sait qu'il faut une radio du cou, il faut une TSH, il faut des choses bien précises, que d'ailleurs, liste qu'on peut trouver facilement dans Orphanet, c'est bien écrit même pour les parents aussi. C'est pas que pour les médecins. Orphanet, si jamais vous cherchez quelque chose, Orphanet, c'est bien fait. Ça, c'est pour le suivi spécifique. On a un syndrome, du coup, on a tel besoin spécifique dû à ce syndrome. Mais aussi, il faut aussi ce fameux suivi ordinaire, banal, de droit commun. On va en reparler. Pendant notre consultation, comme il y a les enfants qu'on voit ont souvent des troubles comportementaux, des comportements défis, des troubles des relations, de l'autisme et ce genre de problèmes. On est là aussi pour repérer ça, peut-être pas pour les arranger, mais au moins pour attirer l'attention et de voir la nécessité de consulter un pédopsychiatre. Et puis, mais là, je parlerai presque plus pour l'adulte, parce que finalement l'évolution de notre réflexion sur la prise en charge de l'enfant, c'est que on va à un moment passer à l'âge adulte, et que là, c'est notre boulot, nous, médecins d'enfants, quand dit enfant, ça va jusqu'à 20 ans, 23 ans, de faire le passage vers l'adulte pour que ceux qui s'occupent des adultes aient des documents et des compréhensions suffisantes pour quels sont les problèmes de cette personne et quels sont ses besoins. Mais aussi, ça je reparlerai après ça, les besoins particuliers dus à l'état de personne avec DI, mais ça on n'aura pas le temps aujourd'hui, mais je vous en reparlerai. Les freins, les obstacles, sont la rétention peut-être que pour des parents en tout cas, et puis pour la personne, pour le jeune, à venir à cette fameuse consultation. Parce qu'ils n'aiment pas trop. Je parlais des souvenirs tout à l'heure, des vécus antérieurs. On a parlé ce matin des difficultés d'expression et de compréhension. Des difficultés d'expression et de compréhension, je ne sais pas si vous comprenez tout ce que je dis, mais ça ne vient pas. Là, les freins, vous pouvez les mettre du côté de la personne et du côté du médecin et des institutions. Et la société, c'est pareil. Hein. Nous, on n'est pas toujours facile à comprendre. Le temps et la formation. Voilà, ça c'est régulier, on n'a pas le temps, on n'est pas formé, bon, ça c'est classique. Les craintes
Alors, du médecin, de ne pas savoir ce qui va falloir, ce qui va se passer, ce truc-là, j'ai jamais vu. Comment ça va se passer, comment il va réagir. Des fois, j'avoue que des fois, j'ai peur de recevoir un coup de poing dans la figure. C'est normal, on se méfie. Bon, donc, parce que les craintes, par contre, de la personne, alors avec l'autisme, ça marche souvent, c'est une grosse irritabilité. On ne peut pas toucher, on ne peut pas regarder, on ne peut pas s'approcher, on ne peut pas dévêtir. C'est des craintes qui freinent énormément un examen clinique correct. Et le syndrome de le pauvre, alors là j'y tiens à celui-là, c'est on entend, est-ce que c'est une interprétation, que le pauvre, on ne va pas l'embêter en plus avec ce qu'il a déjà. Donc on ne va pas lui mettre un régime, on ne va pas lui faire des vaccins, on ne va pas lui faire un diagnostic du cancer. Non mais le pauvre, il ne va pas avoir ça en plus. Vous voyez ce que je veux dire ? Il faut penser à ça. Qu'est-ce qui facilite ? C'est la présence des parents. Alors là, la présence des parents, c'est du temps gagné et du top niveau d'information qu'on n'a pas autrement. L'infirmière seule, avec le parent, elle ne peut pas avoir les mêmes renseignements qu'avec que le médecin parent, ce trio qui assiste et enfin, ça fait un quatuor, à cette consultation. Il y a des choses on a vu encore récemment, des infirmières qui connaissaient un enfant depuis 2 ans et qui n'avaient jamais entendu parler de tel ou tel sujet important concernant la santé de cet enfant. La présence des parents, c'est important parce que ça veut dire, on banalise, on met dans le circuit du droit commun, et c'est comme ça qu'il faut faire normalement. et que je vois plus loin, je vois que quand il sera adulte, il faudra continuer. Merci aux infirmières et aux régulateurs et aux organisateurs et au secrétariat, etc., d'organiser les prises de rendez-vous. Ça, c'est un autre frein. J'avoue que le temps des parents, c'est pas facile pour eux de venir aux heures de travail. La présence de l'infirmière, la régularité. La régularité, ça veut dire que c'est important de le faire et de continuer de le faire. C'est-à-dire que d'une année à l'autre. Ah bah oui, ça on l'a déjà vu, ça bah oui, c'est comme l'année dernière, ah bah oui. Et du coup, chaque année, la consultation se facilite parce qu'on a moins de freins, on se connaît, ça s'est bien passé la fois dernière. Et bien sûr, il faut écrire. Bon, on n'écrit pas assez, on n'a pas le temps, bien sûr, mais on est en train, ça y est, c'est parti, je vous signale, mesdames les infirmières, on l'a fait avant-hier à Cransac, on a réussi à rentrer nos données dans le compte-rendu que l'on donne aux parents et qui est à destination du médecin avec ce compte-rendu. Qu'est-ce qu'on a vu, qu'est-ce qu'on a fait, c'est quoi les événements récents, poids, taille, BMI, etc. Et puis qu'est-ce qu'il faut faire. Ce qui est important à comprendre, c'est que ce n'est pas une consultation de dépistage global, c'est vraiment une consultation avec une personne. Alors, cette personne est aidée par les parents, mais en tout cas, cet entretien est vraiment un entretien singulier. On ne parle que de la personne. Et là, j'ai mis une liste de choses qui a des envies, des souhaits, des préférences, des aversions, des freins, des complexes, des faiblesses, des courages. C'est pour dire qu'il n'a pas que son syndrome, il n'a pas que sa déficience. À la limite, ce qu'on voudrait, c'est ne pas oublier ça, parce que c'est important, parce que ça fait partie de lui, de ses difficultés. Il faut en tenir compte, il faut savoir qu'on sait, il faut savoir que c'est des freins, mais il faut aussi parler de tout le reste. Et c'est du reste de cette personne dont on doit parler. Bon, alors voilà, ça commence toujours comme ça. Bonjour, merci d'être venu. On va faire l'examen annuel, comme l'année dernière. On va faire l'examen annuel de tous les ans pour voir si Tommy est en bonne santé. Et deuxième question, alors Tommy, tu es en bonne santé ? Et puis, une fois, j'étais frappé par ça. Je dis, madame, c'est quoi en ce moment le problème principal que vous avez avec votre enfant ? Alors, il était autiste, très déficient. Elle dit, évidemment, elle voulait parler de ça. Mais non, mais c'était pas ça mon problème. C'est comment il va. C'est-à-dire, est-ce qu'il dort bien, est-ce qu'il mange bien ? Voilà, c'est les deux questions suivantes. C'est ça, est-ce qu'il dort bien, est-ce qu'il mange bien ? Est-ce que tu vas bien ? Alors, est-ce que tu es en bonne santé ? Est-ce que tu dors bien ? Est-ce que tu manges bien ? Et puis, qu'est-ce que tu aimes faire ? Et c'est seulement après qu'on va aborder l'examen. Qu'est-ce que tu aimes faire ? Qu'est-ce que tu aimes pas faire ? Qu'est-ce que tu aimes bien ? Qu'est-ce que tu aimes pas ?
et bon, après, c'est une consultation médicale habituelle. Qu'est-ce qui s'est passé récemment? Qu'est-ce qu'on a fait depuis l'année dernière? Et puis, on va chercher des problèmes que... Alors, comment dire? On essaie d'avoir une vue panoramique de la personne, si ça peut remplacer le mot global qui revient sans arrêt. Une vue panoramique, on essaie de faire tout un tour. Si un cardiologue voit, ça sera sa spécialité de voir le cardiologue, mais il ne va pas regarder les pieds, et il n'y a pas beaucoup de dermatos qui regardent le dos, quoique si, ils vont quand même regarder le dos, puisqu'ils veulent tout regarder. Donc une vision panoramique. Donc, comment sont les relations? Comment est son appétit? Son transit intestinal, si vous saviez le temps qu'on passe avec la question du transit intestinal dans les consultations. Bien, non mais c'est terrible, c'est très très important le transit intestinal. C'est pas des blagues, c'est sérieux, c'est un problème très sérieux. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Bien, alors, assez vite, on fait le tour des médecins qui s'occupent de l'enfant. Et on met toujours en tête le médecin généraliste. C'est qui votre médecin généraliste? Ah bon, vous avez changé? Bon, je ne le vois jamais. Ah bon, c'est qui? Pour qu'ils comprennent que leur médecin, c'est leur médecin généraliste. Et puis après, on lit tous les spécialistes. Des fois, il y en a beaucoup. Hein. Et puis des fois, il y a des consultations pluridisciplinaires, etc. On s'assure justement que ces consultations sont bien suivies, que c'est régulier, que ce qui était prévu a été fait, et puis que, bon, pour les besoins particuliers, c'est bien géré. Pendant la consultation, on essaie de voir la question du diagnostic. Vincent Desportes nous disait ce matin, il y a le quoi et le pourquoi, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il a, c'est quoi ses problèmes, l'évaluation, etc. Mais il y a aussi la question du pourquoi. Est-ce qu'on a fait une recherche étiologique? Est-ce qu'on a recherché le pourquoi? Très souvent, on passe beaucoup de temps pendant la consultation à dire mais si, vous y êtes allé au début, bah oui, ils ont fait le cardiotype, mais maintenant c'est dépassé, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Et on arrive à stimuler les parents pour aller voir quand même, revoir la généticienne. Et du coup, on réexplique. C'est l'occasion de réexpliquer de façon assez banale, simple, c'est quoi. Donc on regarde tout. On a quand même trouvé des choses. Une surdité, des scolioses, des petites tailles, des problèmes de croissance. Et on surveille bien sûr l'audition, la vision. Et puis, on va donner beaucoup de conseils. Je reparle du transit intestinal, l'hygiène bucco-dentaire. Alors là, bravo les infirmières. Mais quand même, moi, je fais semblant de regarder les dents. Je fais semblant de regarder les dents, je dis bien. Je fais semblant de regarder les dents, et puis je dis, bon, bah, tu vas aller voir le dentiste, ou bien qu'est-ce qu'il a dit le dentiste. Mais on insiste beaucoup pendant la consultation sur l'hygiène bucco-dentaire, ce qui ne suffit pas, hein, mais bon, ça en remet. Bien sûr, la question de poids, on travaille beaucoup ça. C'est très souvent qu'on a des questions là-dessus, des questionnements là-dessus, sur l'excès de poids. On vaccine, excusez-moi, je vaccine. Je suis pro-vaccin. La vitamine D, parce que, mesdames, messieurs, vous devez tous prendre de la vitamine D à tous les âges de votre vie. Je peux faire une ordonnance en sortant. Alors, et donc le but, c'est qu'on arrive à nouveau à redéfinir les besoins, parce qu'ils vont changer tous les ans, spécifiques, non spécifiques, etc. Mais éventuellement, ça peut être de revoir le psychiatre, de voir un psychiatre, de revoir les médicaments du psychiatre, parce que c'est le psychiatre qui gère les médicaments, c'est pas nous, c'est pas les médecins généralistes. Bien sûr les spécialistes d'organes, et puis alors la chance parfois qu'on a, c'est vraiment bien, hein, c'est quand on a un centre ressources qui fait la consultation globale annuelle, ça c'est pluridisciplinaire en hôpital de jour, ça c'est génial. Bon, et puis aussi les besoins, bon, il faut voir l'orthophoniste, il faut faire l'orthophonie, il faut faire la psychomote, et ça c'est listé dans les conclusions. Et enfin, du début à la fin, puisqu'on a parlé du généraliste au tout début, quand est-ce que vous revoyez votre médecin, parlez-en à votre médecin, parce que il faut habituer les familles et les personnes à avoir un médecin. Est-ce que ça a des effets positifs? Bon, moi, on a l'impression, des enfants qui disent, bon, c'est quand, moi, la prochaine fois? Donc, on se dit qu'ils sont peut-être moins stressés qu'auparavant. Et puis, on a vu des parents réticents qui, l'année suivante, ils arrivent vraiment, bah oui, on m'a dit de venir. Et puis, bon, et l'année suivante, ils viennent.
Par contre, est-ce que notre consultation a des effets observables? Ça serait bien de travailler sur les critères de qualité de vie et de bonne santé. Mais alors après, c'est la question de l'âge adulte. Il faut habituer les personnes au bilan médical annuel. Il faut inciter les médecins traitants de personnes avec déficience intellectuelle à dédier des consultations à la prévention et à la prise en compte des besoins particuliers. Et puis, c'est mon dada en ce moment, c'est faire un guide, travailler et avec les médecins généralistes, les médecins adultes et les médecins adultes, un guide de suivi médical des personnes avec DI. Je vous remercie pour cette première. Merci beaucoup, docteur Dussol, pour cette première intervention. Et on va poursuivre et parler de téléodontologie avec Madame Duverger. Non. L'ADK, ça sera tout à l'heure. On trouvera docteur Dussol dans quelques minutes pour un autre sujet. Madame Duverger, notamment pour parler de téléodontologie, dont on a vu quelques images tout à l'heure. Développer l'accès à la santé bucco-dentaire pour les personnes handicapées grâce à la téléodontologie. Et vous voyez sur la diapo que nous avons en tête l'UNAPI. Donc l'UNAPI, vous savez que nous sommes une association de parents, que nous sommes affiliés à un mouvement national qui s'appelle l'UNAPI et qu'au niveau donc, de notre union nationale, il y a des commissions et des travaux qui se font. Donc la santé est un sujet qui préoccupe de longue date notre mouvement national et on en a parlé déjà tout à l'heure à plusieurs reprises. Donc l'UNAPI en 2013 a livré son livret blanc pour une santé accessible aux personnes handicapées mentales. Livret blanc qui a d'ailleurs été traduit en facile à lire et à comprendre que vous pouvez éventuellement retrouver sur le net, sur le site de l'Union et télécharger. Donc l'UNAPI, concernant la santé bucco-dentaire, fait le constat d'un combat à mener. Pourquoi un combat à mener? Parce que les besoins en prévention et en soins dentaires sont élevés. Ils sont plus élevés que dans la population ordinaire. Ben pourquoi ils sont plus élevés? Parce qu'on a des personnes qui souvent ont des traitements médicamenteux qui peuvent avoir des retentissements au niveau de la salive, au niveau des muqueuses et qui ont donc un impact sur la santé bucco-dentaire. Parce que ces personnes ont souvent des difficultés à exprimer leur douleur, qu'on va avoir du mal à identifier une douleur et que parfois on va observer un trouble du comportement, que trop souvent on aura tendance à faire porter sur un volet psychiatrique, alors qu'on peut être sur une problématique tout simplement de douleur et de douleur bucco-dentaire. Difficulté aussi à réaliser seul les actes d'hygiène bucco-dentaire. Alors, difficulté à les réaliser seuls, difficulté aussi pour les personnels des établissements à réaliser ces actes, parce que dans la bouche, il y a des dents, on peut se faire mordre, donc c'est compliqué aussi. Et ensuite, les difficultés d'adaptation. Par ailleurs, un autre souci, c'est que l'accès à la santé bucco-dentaire est insuffisant, parce qu'il y a peu de chirurgiens dentistes motivés, et qu'en plus, la tarification donc réglementaire n'est pas forcément à la hauteur des enjeux, que les soins qu'on va porter donc à ces personnes-là vont porter en priorité sur les pathologies liées au handicap et pas aux pathologies somatiques de Monsieur Tout-le-Monde, et que les établissements sociaux et médico-sociaux sont peu médicalisés. Donc tout ça, ça a un impact important sur la vie quotidienne et l'UNAPI s'en est inquiété, s'en est ému et en 2016 a diffusé un appel à projet au sein de ses associations affiliées afin d'accompagner le déploiement sur 3 ans d'un projet innovant et expérimental d'accès à la santé bucco-dentaire pour les personnes handicapées grâce à la téléodontologie. Dans ce projet,
vise à améliorer sur le long terme la santé bucco-dentaire des personnes handicapées au travers d'un dépistage réalisé grâce à un outil de téléodontologie et une orientation vers les soins si nécessaire. Alors, ce projet vise essentiellement les personnes qui sont accompagnées en foyer d'accueil médicalisé, en maison d'accueil spécialisée, en foyer, mais pour être susceptible de s'ouvrir à d'autres typologies d'établissements. D'ailleurs, l'expérience qui va être présentée par les Hautes-Pyrénées tout à l'heure, donc ils envisagent, eux, d'étendre sur les foyers d'hébergement. Alors, dans cet appel à projet, les candidats devaient s'engager à mutualiser l'expérience sur plusieurs établissements, de manière à pouvoir potentiellement faire bénéficier de ce dispositif 300 à 400 personnes. C'est-à-dire qu'il fallait avoir au moins un pool de 300 à 400 personnes pour être retenu. Mettre en place un programme de sensibilisation et de formation des professionnels à la prévention et à l'hygiène bucco-dentaire. Mettre à disposition du personnel soignant, donc infirmières, aides-soignantes dédiées à cette expérimentation, 80% de TP la première année et 20% les années suivantes. Mais aussi mobiliser les chirurgiens dentistes du territoire, parce qu'il ne s'agit pas de porter des diagnostics. Une fois le diagnostic porté, il faut réaliser les soins, et donc on a besoin d'un maillage territorial de réponse localement. Donc, ce projet, synthétiquement, formation et sensibilisation à l'hygiène bucco-dentaire, ce qui concerne les professionnels et les personnes accueillies. Ensuite, formation des infirmières à l'accueil, à l'hygiène bucco-dentaire, l'utilisation de la caméra et du matériel de téléodontologie, suivi de la réalisation du télédépistage dans les établissements. Ensuite, ces clichés pris, il faut que les images soient analysées par des chirurgiens dentistes, ce qui s'appelle de la télé-expertise. Ensuite, orientation vers les soins pour les personnes le nécessitant. Et pour nous, pour le mouvement, à 3 ans, des évaluations. Des évaluations qu'on va pouvoir livrer et monter un plaidoyer vis-à-vis des financeurs pour que cet axe de télémédecine soit pris en compte par les pouvoirs publics, ce qui n'est pas du tout le cas au jour d'aujourd'hui, puisqu'il s'agit d'une expérimentation qui est financée par l'UNAPI Midi-Pyrénées et portée par les associations. Donc, cette expérimentation de 3 ans, elle a été validée sur 4 territoires, dont le Nord, l'Ille-et-Vilaine, Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées, pour ce qui nous concerne, avec un volant de personnes de 681 personnes. Donc, l'appel à projet est lancé, Midi-Pyrénées est donc retenu. Il est retenu au travers de 2 associations qui participent, dont l'ADAPI 1282, avec un ciblage de 381 personnes, et l'ADAPI 65, avec un ciblage de 300 personnes. Notre partenaire dans l'opération, pour effectuer la lecture des images, c'est le CHU de Toulouse, puisque nous avons 2 chirurgiens dentistes au CHU de Toulouse qui ont été formés et qui assurent la lecture des documents. Je vais maintenant laisser la parole à Marion Duverger, qui est l'opératrice du projet à l'ADAPI 65 et qui va nous faire part de son expérience et nous faire un état des lieux à ce jour. Merci. Bonjour. Alors, donc c'est moi qui ai fait les films au niveau des établissements dans les Hautes-Pyrénées. Donc ça c'est moi, pendant le déroulé d'une visite, mais je vais y revenir. Donc je vais vous expliquer en gros comment ça se passe. Donc, les objectifs de ce projet, il s'inscrit dans le projet de l'établissement d'accueil et plus généralement dans le projet global de l'association. Il s'agira dans un premier temps de présenter et d'expliquer cette nouvelle forme d'examen aux personnes accompagnées ainsi qu'à leurs familles et aux tuteurs, parce qu'il n'est pas très intuitif de faire des soins dentaires à distance. De fait, ce n'est pas des soins, c'est seulement le diagnostic.
Donc, à l'issue de cette explication auprès des tuteurs et des familles, on leur demande de consentir à l'examen, c'est-à-dire de signer le consentement à l'examen. Donc, les objectifs sont les suivants. Une démarche de dépistage des pathologies, une formation des professionnels, donc Madame Taillet vous l'a dit, donc, ils sont formés à être sensibilisés et à mieux prendre en charge l'hygiène bucco-dentaire. Ensuite, sensibiliser les personnes accueillies au sein des établissements. Et ensuite, faire le lien avec les dentistes. Ce n'est pas le plus facile. Faire les liens avec les dentistes traitants ensuite. Alors voilà comment ça se passe. Donc, le projet nous a été livré donc, dans une valise. La valise contient donc, un ordinateur avec un logiciel. Je suis perdue. Avec un logiciel agréé pour recueillir des données médicales. La caméra intrabuccale, donc c'est celle-là. Donc elle est équipée de lumière fluorescente, c'est-à-dire que c'est une lumière qui est bleutée et qui met mieux en évidence soit les pathologies de caries ou alors avec une seconde luminosité différente, les pathologies des tissus de support, c'est-à-dire les gencives et surtout les gencives pour les gingivites. Donc le logiciel qui permet de recueillir et d'analyser les images. Ensuite, en principe, pendant la visite, la personne accompagnée vient au niveau de l'endroit où on fait le diagnostic, en principe c'est l'infirmerie, avec une personne de son groupe, une personne qu'elle connaît, de façon à être le plus en sécurité possible. Et ensuite, il est prévu qu'il y ait une prescription médicale de l'acte, puisque c'est un acte médical, et donc on a besoin de la prescription du médecin généraliste, donc de l'établissement quand c'est un foyer ou une maison d'accueil, et puis le médecin traitant des personnes pour ceux qui sont en foyer de vie. Alors voilà comment ça se passe, une visite. Alors, dans le premier temps, il y a une phase d'accueil de la personne, puisque moi je ne les connais pas, et donc je me présente, je leur explique ce qu'on va faire. L'usager est installé de façon confortable. Alors, confortable pour chacun. Soit assis sur une chaise, dans ce cas-là, c'était sur une chaise, ou bien dans son fauteuil pour les personnes qui sont en fauteuil, ou alors allongé dans le lit. J'ai vu des résidents qui étaient alités en permanence. Eh bien, c'est moi qui me suis rendue au chevet de la personne, de façon à ce qu'elle n'ait pas à se mobiliser si ce n'était pas possible. Donc, le logiciel est prêt. La fiche patient a été correctement renseignée, c'est-à-dire qu'en amont, chaque fiche patient a été faite, nom, prénom, les pathologies, les médicaments, et l'examen commence. Alors, voilà comment ça se passe. Donc, la caméra est actionnée par une pédale, on ne la voit pas, mais elle est à mon pied. Chaque secteur est filmé de façon indépendante, c'est-à-dire qu'on a 4 secteurs dans la bouche, 1, 2, 3, 4. Je fais le premier. Si la personne est en confiance, eh bien, on continue. Si la personne en a assez, on peut faire une pause. Si la personne en a vraiment, vraiment assez, on s'arrête, on recommence demain, la semaine prochaine. Donc là, sur la photo, moi, je me tiens face à la patiente, mais chaque opérateur s'installe de la façon qu'il juge la plus confortable. Donc la caméra longe les dents. Voilà. On ne touche pas. Pour autant, il faut quand même réussir à mettre la caméra et les doigts dans la bouche. Ce n'est pas toujours la partie la plus facile. Il y a des personnes qui sont très résistantes à ça. Et c'est en ça que faire la visite en plusieurs fois, quelquefois, ça peut être très intéressant. Je tiens à signaler que pour faire ces visites, nous avons fait le choix au niveau du 65 de ne pas prémédiquer les personnes. Prémédiquer, ça veut dire qu'on leur donne avant une visite, la plupart du temps avant d'aller chez le dentiste, ils prennent des anxiolytiques, en plus de tous les médicaments qu'ils prennent déjà. Là, dans la mesure où la visite est faite chez eux, dans un environnement qu'ils connaissent, sans avoir besoin de se déplacer, de prendre la voiture, etc., sans que ce soit le stress, ça a permis de faire des visites sans prémédication. Donc voilà les établissements que j'ai vus. Donc 2 femmes, 2 masses, pour un total de 300 personnes. Et ensuite, on va étendre au foyer de vie et au foyer d'hébergement. Donc là, à l'heure actuelle, j'ai vu
il a été vu 229 personnes. Enfin, le total des résidents qui correspondent à ces femmes et à ces masses, c'est 229 personnes. Il y a eu 11 refus des tuteurs. Les refus des tuteurs, c'était à chaque fois des personnes qui étaient en externat. Et les personnes qui sont en externat ont leur dentiste traitant. Et ça a été la raison invoquée pour refuser ce dépistage. On a notre dentiste, merci, pas besoin. Il y avait des résidents absents au moment où j'étais là, pour hospitalisation la plupart du temps. Donc je les reverrai plus tard, mais pour l'instant, ils n'ont pas encore été vus. Donc j'ai donc vu 209 personnes. Il y en a 9 pour lesquelles j'ai essuyé un refus net. Sans discussion, c'est des personnes qui sont arrivées, et puis il y en a qui se sont assis par terre, il y en a qui sont partis, il y en a qui ont dit c'était non, non, non. Et pour 56 personnes, ça a été très difficile. Alors très difficile, ça veut dire que j'ai fait quand même des images en termes de retour. Une fois que ça a été vu par Toulouse, la plupart du temps, c'était vidéo non exploitable. Pour autant, c'est quand même des résidents qui, de façon générale, encore une fois, ont été vus sans prémédication. De façon générale, la visite chez le dentiste se passait très mal et ça finissait souvent en anesthésie générale. Là, quand même, c'est des résidents qui ont été vus une fois. On l'a dit, ce sera fait sur 3 ans. On va voir si les années 2 et les années 3 se passent mieux. Donc les retours de Toulouse, donc c'est le professeur Sixou et le docteur Marais qui lisent les films. Pour l'instant, on a eu les retours pour 75% des visites. Chaque compte rendu est fait de façon suivante. Il y a un score d'urgence de U0, c'est-à-dire pas de soins à prévoir, revoir l'année prochaine, jusqu'à U4. U4, c'est des soins urgents. Donc, à chaque fois, est évalué le niveau d'hygiène. Est-ce qu'il y a de la plaque? Est-ce qu'il n'y en a pas? Est-ce que l'hygiène est bonne? Est-ce qu'il faut renforcer les techniques? Il y a également une évaluation de l'état parodontal. L'état parodontal, ça veut dire les gencives, surtout les gencives. Est-ce qu'il y a de la gingivite? Est-ce qu'il n'y en a pas? Est-ce qu'il y a besoin ou non de soins conservateurs, c'est-à-dire est-ce qu'il y a des caries ou des anciennes obturations à refaire? Est-ce qu'il y a des plombages qu'il faut refaire? Est-ce qu'il y a besoin ou non de prothèses? Bon, le fait qu'il y ait besoin de prothèses, ça ne veut pas forcément dire qu'il y en aura, mais parce que c'est difficile de mettre des prothèses, c'est extrêmement exigeant en termes de soins, mais pour autant, c'est évalué. Et est-ce qu'il y a la présence ou non de foyers infectieux? Ça peut être des foyers infectieux potentiels ou avérés. Ceux-là, ils sont U4. Donc, au niveau du score d'urgence, je transmets ça, moi, quand je fais ma restitution auprès des infirmières des établissements, je transmets, et puis du coup, les rendez-vous chez les dentistes sont pris en fonction de ce score. Les U4 passent en premier, évidemment. Donc, au premier semestre, on a démarré les formations actions, c'est-à-dire qu'il s'agit de sensibiliser les professionnels à l'hygiène bucco-dentaire. Donc ça, c'est une formation qui est théorique. Il est prévu que la grande majorité, enfin la plupart des professionnels puissent assister à ces formations actions. Et c'est pas possible que tout s'y passe, mais enfin, la grande majorité aura bénéficié de ces formations. Et ensuite, au niveau du projet personnalisé, le brossage de chaque usager sera évalué. C'est-à-dire que je me rendrai dans les établissements au moment du brossage de façon à évaluer les techniques, le matériel et puis donner des conseils en cas de... Si jamais ça ne se passe pas bien, est-ce qu'il faut telle brosse à dents, est-ce qu'il faut tel dentifrice, comment on prend soin des patients qui n'ont plus de dents, etc. Et pour les résidents qui sont volontaires et qui sont capables de participer, on proposera des ateliers de motivation à l'hygiène de façon à ce qu'ils soient le plus acteurs possible de leur hygiène et de leur santé. Voilà, merci. Merci beaucoup. Nous allons poursuivre et retrouver le docteur Dussol, qui remplace le docteur Pellissier, qui est excusé, pour nous parler de dépistage du cancer en particulier. Donc, Caline Pellissier n'est pas en bonne santé aujourd'hui et elle s'excuse beaucoup. Je ne vais pas la remplacer de façon correcte, mais je vais faire ce que je peux. Donc,
Caline Pellissier, elle est médecin de l'ADK et elle est donc responsable. L'ADK, c'est l'association pour le dépistage du cancer. Et donc, elle est chargée, en gros, de s'occuper du dépistage, du bon déroulement du dépistage. Et en gros, ce qu'elle va devoir faire, c'est sensibiliser, former les professionnels, mais aussi ce qu'elle fait dans les foyers, aussi de sensibiliser les professionnels des foyers et les personnes. Caline, oui. Ah, c'est moi qui. C'est vrai, oui. Ça, c'est juste la fréquence des cancers. Juste quelques petites notions. C'est que chez la femme, le cancer principal, il y a quand même 400 000 nouveaux cas estimés en 2017 en France, dont la grosse majorité, c'est le sein, le cancer du sein. Les deux suivants, c'est cancer du poumon et cancer du côlon rectum. Les autres sont beaucoup moins fréquents. Mais vous voyez, c'est que le cancer du sein est très fréquent. Chez les hommes, c'est plus varié. Le côlon, le poumon et la prostate, ce sont les causes principales des cancers chez les hommes. Bien, alors, le cancer chez la personne avec une déficience intellectuelle, bon, en gros, il n'y en a pas plus. Il y a quelques inégalités. Par exemple, il y a plus de cancers type digestif chez les personnes avec déficience. On pense que c'est dû au fait qu'ils sont souvent, et l'inverse d'ailleurs les protège, souvent en institution. Et donc, l'hélicobactère, c'est un microbe qu'on a dans l'estomac et qui peut donner des infections et des cancers et des ulcères et des cancers. Donc en fait, c'est quand même assez fréquent. Et donc, il y a des causes finalement environnementales qui aggravent, qui sont des facteurs de risque pour un cancer de l'estomac, par exemple. Et donc, il y a plus de cancers digestifs chez les personnes avec déficience intellectuelle. Inversement, donc ceux qui vivent pas en foyer, l'avantage qu'ils ont, c'est d'en avoir pas plus que les autres. Ce qui est embêtant, c'est pas qu'ils en aient autant ou plus ou moins, c'est qu'ils sont plus tardivement dépistés. Et en gros, le dépistage du cancer du sein chez la femme avec une déficience, c'est souvent malheureusement à l'état clinique, alors qu'en fait le but du dépistage, c'est de dépister le cancer du sein à l'état infraclinique, donc par des mammographies. Bon, bien sûr, les conséquences pour la santé, pour la personne elle-même, pour la société, en termes de nombre de malades, de nombre de décès et d'impact socio-économique, c'est évidemment très important. L'avantage, on peut commencer à faire du dépistage quand on connaît un peu l'histoire de la maladie, donc on sait à quel âge il va falloir, parce que le risque augmente beaucoup, à quel âge on peut commencer à faire du dépistage et quand ça devient intéressant, et à quel rythme, etc. Et on sait que le dépistage va, c'est prouvé, améliorer les indicateurs cités plus haut, la socio-économique, la mortalité, morbidité, etc. Bien, alors il faut qu'un test soit simple, reproductible. Reproductible, ça veut dire que quelle que soit la personne qui fait le test, même si c'est une autre personne, ça sera toujours fait de la même façon, c'est ça. Que ça soit toujours fait de la même façon, ça ne dépend pas de la personne qui fait le test, la qualité du test lui-même, c'est reproductible. Et c'est fiable, c'est-à-dire qu'il y a un niveau suffisant pour dire, voilà, là, avec ce test positif, je ne passe pas à côté du minimum de cas que je rate, et d'un autre côté, je ne passe pas à côté je ne dépiste pas trop de faux positifs. Voilà, le programme, voilà, ça doit être efficace. Il faut que ce soit pour continuer un dépistage, il faut qu'il n'y ait pas de risque par rapport aux bénéfices, en tout cas moins de risques que de bénéfices. Et puis il faut que ça soit aussi efficace sur le plan du coût économique. Quel cancer dépisté ? Voilà, vu les statistiques, c'est pour la femme, le sein, le col de l'utérus, c'est en cours de déploiement, c'est pas fait. Tout ce qu'on va vous dire sur le col de l'utérus, aujourd'hui, c'est du droit commun. Il n'y a rien de nouveau, il y a rien. L'ADK ne fait rien pour l'instant pour le col de l'utérus. Il est en cours de préparation. Et le cancer colorectal.
Bon, ça c'est juste pour être dans les billes, dans les tuyaux du Code de la santé publique et de la loi 2005 pour l'égalité des droits et des chances. Alors, chez la femme, et ça c'est pareil, ça va être pareil pour la personne avec une déficience, ça ne change pas l'âge, c'est à partir de 50 ans, une mammographie tous les 2 ans, c'est ce que l'HAS conseille. C'est remboursé par la Sécurité sociale. Et il y aura une double lecture. La personne reçoit une invitation dès qu'elle a 50 ans. On lui donne une adresse, elle contacte un radiologue agréé qui fait l'examen du sein et qui fait la mammographie. Si la mammographie est positive, qu'elle donne des images anormales, il va y avoir des examens complémentaires, biopsie, échographie, et puis si ça se confirme, mise en route du traitement. Et ça, on n'est plus dans le diagnostic, mais c'est ça le protocole. Et si c'est négatif, il y a une deuxième lecture pour être sûr que c'est vraiment négatif. Si c'est encore négatif, tant mieux, et on réinvite à 2 ans. Et par contre, si la deuxième lecture est positive, c'était une flèche du bas, si la deuxième lecture est positive, là, on repart dans les examens complémentaires. Pour le cancer colorectal, c'est tous les 2 ans à partir de 50 ans. C'est un test immunologique, ça veut dire que c'est un test qui mesure la présence d'hémoglobine et qui mesure la quantité aussi d'hémoglobine c'est-à-dire de sang dans les selles. C'est remboursé par la Sécurité sociale. Invitation. La personne doit voir le médecin traitant qui fournit le test. On réalise le test. Il est négatif, on recommence 2 ans après. Il est positif, on fait une coloscopie. Et pour le cancer du col utérin, c'est un frottis cervico-vaginal qui est prêt à 70%, à 100% pour les personnes qui ont la CMU complémentaire ou l'AME. C'est à partir de 25 ans. C'est à partir de 25 ans, on pourra en reparler. Invitation, rendez-vous chez un professionnel de santé, parce que ceux qui font les frottis, c'est des médecins, des gynécos, la sage-femme, une sage-femme, un laboratoire ou un hôpital. On fait l'examen. Si c'est négatif, on va reconvoquer 1 an plus tard. C'est plus tardif s'ils ont déjà eu le vaccin contre le papillomavirus, mais si c'est 2 fois négatif, après c'est tous les 3 ans. Bon, donc ça, c'est pour vous, mesdames. Si vous n'êtes pas au courant, c'est pas spécial déficience intellectuelle. Voilà, si c'est positif, examen complémentaire. Bon, qu'est-ce que c'est les freins et les obstacles à l'accès au dépistage? C'est là le boulot que fait Caline Pellissier, c'est de travailler sur la sensibilisation et la formation de tous les intervenants. Bon, pourquoi est-ce difficile? C'est une question qu'on se pose sans arrêt. Pourquoi est-ce difficile la prise en charge, l'accès aux soins, etc. C'est, de toute façon, je suis en bonne santé, c'est pas la peine. J'ai pas du tout envie de savoir que je vais avoir un cancer colorectal parce que ça veut dire une poche, il vaut mieux mourir. Etc. Et puis, de toute façon, je suis en bonne santé, pourquoi m'embêter? Et puis, le dépistage du cancer du sein, du colorectal, il faut quand même toucher du caca. Et ça dégoûte un peu les gens, c'est certainement un frein. Ça c'est juste comment on peut connaître l'existence du dépistage. Et donc, Madame Pellissier, son boulot et l'ADK, c'est de travailler et informer les professionnels de la nécessité de ce dépistage, de la technique de ce dépistage, et puis aussi, en fonction de la personne qu'il va falloir dépister, les freins, les complications, les difficultés qu'on peut avoir une personne avec une déficience intellectuelle. Voilà, auprès des personnes handicapées aussi. L'information peut être donnée par les professionnels accompagnants, qui ont eux-mêmes été formés, et puis par une diffusion large de documents d'information adaptés selon la méthode Falk. Ils sont là-bas sur la table, ils sont super bien faits, et on va en parler après. Conclusion, l'égalité d'accès aux soins est aussi de préparer l'accueil dans les établissements de santé, qu'il faut adapter aux personnes handicapées. En cas de dépistage positif,
le patient doit réaliser une coloscopie et donc se faire hospitaliser. Cette coloscopie peut être suivie d'une intervention chirurgicale, puis un traitement. Les personnes en situation de handicap doivent pouvoir bénéficier d'une prise en charge de qualité équivalente à celle de la population générale, mais adaptée à leur handicap. Je vous remercie et je m'excuse encore pour Kaline. C'était très bien. Merci beaucoup, docteur Dussol. Pour nous parler de dépistage et de cancer, on va poursuivre avec permettre la compréhension du message FALC facile à lire et à comprendre. Là, il s'agit d'un film, je crois, d'un petit film réalisé par Ositz, le foyer de vie d'Ositz. Donc, Joël, pour toi, qu'est-ce que c'est la santé? La santé, c'est ça que nous avons une fois important. Oui, la santé, c'est important, oui. Oui, pour tout le monde. Pour tout le monde, oui. Oui, ça. Oui, pour moi, avoir la santé, c'était important. Hein. Oui, c'est vrai que c'est important. C'était tout, hein, pour tout le monde. Hein. Et pour tout le monde, oui. Il y a pas... Et toi, Séverine? La santé, qu'est-ce que ça représente pour toi? Quand on est en bonne santé, c'est quoi? La forme. On est en forme. En forme. Oui, Ouais, c'est ça. on est en forme, oui. Les examens qu'on... Et les examens qu'on nous fait, Voilà, et ils servent à quoi, ces examens? à savoir si on est en forme, si on est en bonne santé, Oui. si on n'a pas de maladie dans le ventre, n'importe où. D'abord, si on n'a pas Oui. de maladie, oui. Hein? Dans le sein. Oui, c'est important, ça. Sur le foyer d'Ositz, nous avons été sensibilisés à la communication adaptée. La communication adaptée, c'est tout ce qui permet de faciliter la transmission d'informations, de faciliter aussi l'expression de sentiments, d'émotions, et en utilisant non seulement le langage verbal, mais d'autres moyens qui peuvent être l'image, le geste, la photo. Oui, on a mis en place les pictos, donc ça a été un travail de longue haleine pour que les résidents se repèrent, pour les activités, pour les différents calendriers personnalisés et les repérages des lieux aussi. Donc voilà, ça a été... Et dans la suite de tout ça, on a mis en place aussi pour faciliter la communication et la prise en compte de la parole des résidents, des groupes d'expression avec donc des rencontres sur des formes de réunions à thème où les résidents ont pu s'exprimer. Et justement, notre premier groupe d'expression, en début 2016, nous a servi à répondre à un questionnaire qui avait été établi par l'UNAPI sur le thème « La santé, c'est pour moi aussi ». Un thème qui s'adressait aux personnes handicapées. Et pour finir, en 2017, on a suivi des formations sur le facile à lire et à comprendre, ce qui nous permet aujourd'hui de rendre plus accessibles certains écrits pour que les résidents puissent aussi avoir accès aux documents qui sont affichés dans la maison ou autres. Donc les objectifs de notre démarche sont de dédramatiser le cancer, rassurer en informant sur le dépistage, encourager les résidents à être acteurs de leur santé et adapter l'information. Donc pour cela, la méthodologie FALC, facile à lire et à comprendre, est utilisée avec en appui les supports et pictogrammes déjà travaillés par l'association Santé BD en libre accès sur leur site internet. Ces objectifs concernent les résidents, mais aussi les familles et les professionnels, pour que le dépistage devienne naturel, que ce ne soit pas tabou. Pour cela, nous avons créé une affiche. Cette affiche donc reprend les 3 cancers, les seins, le col de l'utérus et l'intestin. Et par la suite, nous avons créé 3 livrets en méthodologie facile à lire, à comprendre. Ces livrets donc, sont présentés aux résidents, éventuellement avant, par exemple, un examen de dépistage du cancer du col de l'utérus. On va leur présenter et en discuter ensemble pour dédramatiser, rassurer et informer sur l'examen du dépistage. Donc l'objectif est de rendre accessible aux personnes accompagnées les informations
concernant la prévention contre le cancer, le dépistage et son organisation. En effet, le constat est que les personnes en situation de handicap ne sont pas prioritaires sur la question du dépistage. Peu de dépistages sont organisés. Donc ces travaux réalisés sur l'affiche et les livrets correspondent à un engagement pris par l'association au niveau du département à ce que le dépistage du cancer se fasse systématiquement, en tout cas qu'on puisse le garantir, et deuxièmement que on puisse conduire une analyse des besoins de soins en foyer de vie au niveau des publics accueillis. Le groupe qui a travaillé à ces travaux a été volontairement constitué d'usagers, de professionnels, de partenaires, de familles, parents qui avaient assisté à ces travaux. Qu'est-ce que vous pouvez en dire? Tout d'abord, on a fait une formation FALC, donc c'est réinvesti de cette façon, mais c'est surtout parce qu'on est intéressé par le sujet de ce projet, c'est-à-dire la prévention cancer. Et aussi, je pense, revenir à la simplicité pour parler de nos enfants. Même dans le langage tout simple. Et quand il s'agit de la santé, c'est encore plus important. Et de parler, que ça soit leur portée. Et ceux à qui on en a parlé un petit peu, qui sont venus et qui se sont intéressés déjà à ces livrets-là, il y a un écho très favorable, vraiment, au niveau du corps médical. Et je trouve qu'en tant que parent, je trouve qu'avec les pictogrammes, ce qui est sur les petits livrets et les affiches, je trouve que c'est encore plus parlant. Puisqu'il y a des pictogrammes, donc non content des mots, des phrases qui sont simples, avec les pictogrammes, je trouve que c'est très très bien. Personnellement, moi, ces séances m'ont aidé à comprendre combien la déficience intellectuelle de mon fils prenait une énorme place dans ma vie, alors qu'en fait, il n'y a pas que ça, il y a aussi la santé, le bien-être. Et ça m'a rassurée aussi de parler, d'en discuter avec les professionnels et aussi que les résidents soient présents. J'ai beaucoup apprécié. Est-ce que ça vous a aidé le travail qu'on a fait pour passer les examens de dépistage et de prévention? Oui, absolument. Oui, on sait ça comme une veine. Un banane, le livret. Le livret, oui, ça permet de comprendre ce qu'on va te faire. C'est-à-dire que si on n'y a pas, on ne sait pas. On le sait moins. On le sait mieux quand même avec le livret. C'est mieux avec le livret. Oui, ça c'est sûr. Séverine, tu avais déjà fait toi l'examen? Tu avais fait un examen déjà avant d'avoir le livret, avant qu'on ait fait les livrets. Ouais. Hein? Et tu as repassé un examen après, depuis que le livret est là. Ouais. Donc tu as pu pour la deuxième fois regarder, tu as eu les explications de Myriam, l'infirmière. Ouais. Qu'est-ce que tu as pensé? C'était mieux comment? Donc c'est utile, ça t'a servi. Oui, c'est utile. Ouais. Ça n'a servi à tout le monde, n'importe qui. Ah, mais oui. Merci beaucoup au foyer de vie de Saint-Geniès pour ce film et ces témoignages. Nous allons poursuivre cette table ronde avec Marine Clavon de l'APAS 82. APAS, c'est Association Promotion Autonomie Santé 82, Tarn-et-Garonne évidemment. Bonjour à tous, donc moi je suis Marine Clavaux, je suis infirmière à la PAS 82, qui est une association dont le siège social est basé à Castel-Sarrazin en Tarn-et-Garonne, près de Montauban. Et moi, mon rôle maintenant est de développer les actions de prévention sur cette association auprès des personnes, de leurs familles et des professionnels. Moi, je vais plus rencontrer un public vieillissant, donc des personnes âgées. Mais je pense que ce que je vais pouvoir dire va reprendre les propos qui ont été vus aussi ce matin et ça se rejoint.
je voulais reprendre vis-à-vis de la prévention que c'est pas quelque chose de nouveau. Donc, j'ai voulu présenter au niveau de la compétence 5 infirmières, puisque le métier d'infirmière est décrit sous 10 compétences. Et donc cette compétence 5 dit initier et mettre en œuvre des soins éducatifs et préventifs. Ça, c'est un référentiel quand même de 2009. Ensuite, la prévention au niveau de l'Organisation mondiale de la santé est décrite comme l'ensemble des mesures visant à éviter ou réduire le nombre et la gravité des maladies, des accidents et des handicaps. Ce qui est important, c'est la notion de éviter et réduire. Moi, j'entends là-dedans que tout le monde est concerné et que la prévention est loin d'être une utopie, voilà, mais c'est réaliste. Ensuite, la définition du Larousse qui dit que c'est un ensemble de moyens médicaux et médico-sociaux mis en œuvre pour empêcher l'apparition, l'aggravation ou l'extension des maladies ou leurs conséquences à long terme. Et là, ça reprend la classification que j'ai mis en dessous au niveau de la Haute Autorité de Santé quand on parle de prévention primaire, secondaire et tertiaire. Et je trouve encore une fois que c'est important d'insister là-dessus parce qu'il n'y a pas de bon moment pour prévenir. Dans l'idéal, si on n'est pas malade et qu'on prévient, c'est encore mieux. Mais voilà, il n'y a pas de bon moment. La prévention, c'est tout au long de l'accompagnement qu'on peut avoir auprès des personnes. Prévenir pour préserver l'autonomie. Donc ça, je pense que c'est des notions qui sont connues pour la plupart d'entre nous. Juste bien refaire la distinction, puisque nous, on parle souvent de perte d'autonomie, mais on parle souvent de perte d'autonomie en termes de capacité physique ou capacité fonctionnelle. Mais je pense que c'est important, c'est pour ça que j'ai réinsisté sur le fait de dire c'est aussi cette autonomie, ce libre choix. Et encore une fois, c'est un principe de communication, mais on peut avoir de l'autonomie à différents moments de sa vie. Et il n'y a pas d'autonomie complète ou d'autonomie partielle. C'est, je pense à nous, en tant que professionnels de santé, de rechercher l'autonomie, à valoriser l'autonomie de cette personne, voilà, à ce qu'elle puisse s'exprimer. Au niveau, j'ai repris enfin les théories infirmières, juste Virginia Anderson ou la pyramide de Maslow, c'est des choses qu'on apprend, c'est des choses qui ne datent pas d'aujourd'hui, même je pense qu'ils datent largement du siècle dernier. Donc ça pour présenter que c'est un savoir-faire qu'encore une fois on n'invente pas au XXIe siècle, qui existe. Donc on a aussi des référentiels sur lesquels on peut se baser pour chacun de nous après se l'approprier et travailler avec ça. J'ai pris un exemple du coup. Quand on parle de prévention, au niveau de la prévention, j'ai parlé de l'alimentation. Pourquoi ? Parce que je vous mettrai après qu'au sein de la PAS, on a développé une méthode et où ça nous tient à cœur, mais comme à d'autres, une politique de prise en charge de l'alimentation des personnes qu'on rencontre. Donc effectivement, si je reprends par exemple le référentiel de Virginia Anderson, un des premiers besoins qui est fondamental va être celui de s'alimenter. Mais l'idée, c'est pas s'alimenter, c'est pas uniquement le fait d'intégrer des aliments dans sa bouche. Voilà, c'est important. Donc encore une fois, je sais que c'est du bon sens, mais je pense aussi que parfois il est important de redécouper les choses et de revenir pour que chacun de nous ait la responsabilité de savoir à quel moment on va intervenir. Voilà, la prise en charge de l'alimentation, plus on est, mieux c'est. Tout le monde peut y participer. C'est pour ça que j'ai mis que doivent être pris en compte les capacités physiques, la capacité de compréhension, la disponibilité morale, l'environnement matériel et l'environnement social. Cette évaluation, elle ne peut être, je dirais, réalisée qu'en préservant le trinôme, c'est-à-dire le professionnel, le patient et le proche aidant, enfin la famille. Toutes ces approches, elles sont bien entendu complémentaires et encore une fois, plus on est, mieux c'est. Donc je mets cette analyse, elle est du coup multidimensionnelle et je crois qu'on ne peut pas prendre une problématique que sous un angle en fait. Il faut élargir au maximum, c'est-à-dire que
on peut pas, souvent dans l'approche qu'on fait, on va me dire mais vous parlez d'équilibre alimentaire. Non, je me permets pas de vous dire forcément ce qu'il faut manger. Et si toutefois je vous dis ce qu'il faut manger, mais que vos habitudes de vie sont complètement à côté, alors que ce que je vous dirai ne servira absolument à rien. C'est pour ça qu'il est important de prendre la personne, encore une fois, dans sa globalité, quel que soit là, en l'occurrence, même si c'est que l'alimentation. Donc la méthode que je vous parlais, c'est celle-ci. Donc la méthode MIAM, manger, informer, aider, maintenir. Donc encore une fois, ça vient d'une évaluation des besoins sur le terrain, parce que malheureusement, les personnes qui vieillissent, et il est vrai que l'association a plusieurs accueils de jour, donc on est confronté aux maladies neurodégénératives ou les maladies apparentées à la maladie d'Alzheimer. Et rien que cette maladie expose, est un facteur de risque de dénutrition. Et malheureusement, c'est pour ça que j'insistais tout à l'heure sur la prévention primaire, secondaire, tertiaire, parce que malheureusement, on arrive un peu sur le tard. C'est-à-dire que les personnes sont déjà à risque sévère de dénutrition, voire dénutries, mais cela n'empêche qu'il y a encore quelque chose à faire et qu'il y a toujours quelque chose à faire. Donc au niveau donc on a fait ce repérage de terrain et après on s'est dit, d'accord, c'est bien, on voit ça, et maintenant comment on peut agir à notre niveau. Donc encore une fois, on a envisagé ce trinôme, c'est-à-dire la personne elle-même qu'il fallait évaluer, et pour ça il existe des outils simples comme le MNA, c'est le Mini Nutritional Assessment qui a été fait par Nestlé, qui est une échelle qui est facile d'utilisation, que tout le monde peut utiliser, qui est disponible sur Internet en format PDF, tout va bien. Et cette échelle, du coup, elle permet d'évaluer le risque de dénutrition. Après le poids, bien entendu, on insiste auprès des équipes, que ce soit à l'accueil de jour, que ce soit à domicile, sur le poids. Donc ça, c'est tout ce qu'on peut faire autour du patient. Après, il y a le soutien auprès de l'aidant, et c'est pour ça qu'on a organisé des ateliers qu'on a appelés la gourmandise au bout des doigts, qui, eux, sont adressés aux aidants, pour les recevoir, pour leur donner... Alors c'est pareil, encore une fois, c'est des aidants qui accompagnent. L'idée, c'est pas de leur dire ce qu'il faut faire. C'est jamais d'être dans le... Enfin, c'est essayer de ne pas être dans le « il faut », parce que, ne serait-ce que dans la formation sanitaire, bien souvent, on a appris à dire ce qu'il fallait faire. Mais là, c'est pas l'idée, mais c'est un effort et c'est une prise de conscience à chaque instant pour pas dire « il faut ». Et puis, une formation continue auprès des professionnels. Donc, que ce soit l'évaluation auprès du patient, que ce soit l'accompagnement auprès des familles ou bien la formation continue, tout ça, ce n'est que des outils. C'est-à-dire qu'encore une fois, on ne va pas généraliser l'approche de l'alimentation. L'idée, c'est de diversifier nos outils et qu'en fonction de la situation qu'on va évaluer, eh bien, d'avoir un maximum d'outils à proposer et que la personne aussi s'y retrouve en fonction de ses besoins. Voilà. Et puis, je crois que nous, on fait ça, on propose ces ateliers, mais en fait, toutes ces actions de prévention, elles seront complémentaires, puisque ce qui vient d'être exposé au niveau, par exemple, de l'odontologie, effectivement, une hygiène bucco-dentaire, avant des fois de se poser la question de comment ils mangent et qu'est-ce qu'ils mangent, c'est bien de se dire, ouvrez la bouche et on va voir aussi comment c'est à l'intérieur. Donc, chaque action est complémentaire. Un professionnel, on ne peut pas tout prendre en considération. Voilà. L'idée, c'est vraiment de monter aussi un partenariat où, quand on a l'occasion de rencontrer les gens, de pouvoir orienter en disant, vous avez essayé ça, si ça ne fonctionne pas, il faut peut-être penser à ça et à ça, mais il y en a d'autres qui s'en chargent et qui le font très bien. Voilà, en conclusion, je pense qu'il est nécessaire de se représenter la prévention comme un processus continu. Voilà, parce que bien souvent, auprès des équipes, en ayant été sur le terrain, et c'est-à-dire en faisant des activités de soins qui sont ne serait-ce que justifiées par une prescription médicale, quand on parle de prévention, c'est beaucoup plus subtil et parfois, du coup, ça parle moins, c'est moins concret. Mais pourtant, une fois qu'on y est, mais ça semble essentiel et plus on s'y mettra, plus on résoudra certaines choses. Moi, j'en suis convaincue. Voilà, la formation des professionnels est bien sûr indispensable et le travail en équipe pluridisciplinaire
et garant d'une prévention réussie car multidimensionnelle, encore une fois. Moi, j'ai, entre guillemets, une expertise d'infirmière, mais j'ai pas l'expertise d'un dentiste, j'ai pas l'expertise d'un éducateur spécialisé, et je m'arrête là parce que je vais en oublier forcément, donc voilà. Voilà, merci de votre attention. Merci beaucoup. Marine Claveau, des questions, un petit moment d'échange si vous le souhaitez, si vous avez des questions à poser aux différents intervenants de cette table ronde, des précisions à demander, des explications, si vous souhaitez revenir sur ces différents sujets, que ce soit la téléodontologie, cet aspect que vient de développer Marine, et puis l'approche banalisée de la prévention. Est-ce que certains d'entre vous ont des questions ou des exemples du vécu à partager avec les intervenants? Oui, je voulais savoir, concernant la consultation médicale annuelle, au-delà de sa réalisation, j'ai bien cru comprendre que vous donniez le résultat aux familles. Est-ce qu'il vous arrive, sur des situations complexes, de vous mettre directement en relation avec les médecins traitants, ou est-ce que vous êtes contacté parfois par les médecins traitants, ou est-ce que c'est deux démarches qui sont juste à poser? Les relations avec le médecin généraliste sont insuffisantes du fait que, ben non, c'est pas la peine, vous le voyez, ou alors à l'IEM, c'est beaucoup plus important. La pensée des parents qui pensent que le médecin de l'enfance est le médecin de l'IEM est très forte et un peu contrariante pour l'établissement. Des situations graves, si on a des problèmes graves, admettons des problèmes de comportement des filles ou des problèmes vraiment très très importants, je vais écrire. Mais quand c'est vraiment très important, ça va être le boulot de l'infirmière et de l'institution. Voilà, c'est comme ça que ça se passe en pratique. Merci. Mais il faut rester humble, c'est insuffisant, la relation directe. Donc on essaye d'enrichir ça avec ce rapport. Qui souhaite intervenir, poser une question à nos invités? Sinon, on va enchaîner et donner la parole à Monsieur Benazet. Eh ben, allez-y, mais pas vous-même, Monsieur Dussol. Hein? Attendez. Madame Rouquette, est-ce que vous avez pensé qu'il y avait des freins pour vous à faire du diagnostic de cancer chez votre enfant? Comment vous avez vécu cette recherche? Tout simplement, on est une famille à risque et donc on se disait nos enfants les garçons feront le test vers les contrôles vers 40 ans. Mais bon, c'est vrai que Jean-Philippe a passé 40 ans, il a 45 ans et puis c'était dans un coin de notre tête. Mais voilà quoi. Et puis en participant justement à ce projet, et ben là je me suis dit c'est maintenant, il faut absolument le faire quoi. Et dans la foulée, j'ai pris rendez-vous et puis on l'a fait. Puis ça s'est très bien passé et tout allait bien et voilà quoi. On a encore 5 ans devant nous quoi. Mais ce que je voulais dire peut-être aussi par rapport à cette participation, c'est que ça m'a fait prendre conscience que j'étais pas toute seule, enfin on n'était pas tout seuls, les parents, à porter cette déficience. C'est que en voyant les professionnels, toutes catégories confondues, parce qu'il y avait tout le monde qui représentait dans l'établissement, c'est que tout le monde était tellement enthousiaste, les résidents, les parents, les professionnels, tout le monde était tellement enthousiaste. Et je me suis dit, ils sont aussi enthousiastes que des parents. Et donc, moi, je leur faisais confiance, bien sûr. Je le verbalisais, mais je pense que je ne l'avais pas encore tout à fait intégré. Et que rien que ça, c'est vraiment
vraiment important de participer et d'avoir des projets communs entre résidents, professionnels et parents. Moi, ça m'a vraiment beaucoup apporté. Voilà, merci. Merci beaucoup. Je vais demander à monsieur Jean-Pierre Bénazet. Excusez-moi, j'ai une toute petite intervention Allez-y. à faire. Puisque Madame Rouquette en parle, le film que vous avez vu là, c'est Monsieur Didier Grassard qui nous a aidés à le réaliser tout à fait au dernier moment. Donc là aussi, ça a été une aventure formidable. On était aussi en mode apprentissage à tous les niveaux. Et je voulais vivement le remercier, ainsi que toute l'équipe. Voilà. Faites bien de rendre à César ce qui est à César. Merci beaucoup aux différents intervenants de cette seconde table ronde sur la prévention santé. Je vais appeler monsieur Bénazet, Jean-Pierre Bénazet, directeur général de l'ATPI 1282, pour une synthèse et une clôture de cette première journée de colloque santé dans la chapelle Saint-Joseph, aujourd'hui à Rodez.